Chaque parent connaît le poids de ses propres échecs, mais pour Jacques Calder, cet échec était une pierre froide qui logeait en permanence dans sa poitrine. Chaque respiration, chaque réveil avant l'aube, chaque regard vers ses enfants lui rappelait qu'il n'avait pas été à la hauteur. Et ce poids devint presque insupportable le jour où son père mourut et ne lui laissa qu'un seul dollar en héritage. Imaginez la scène, assis dans un bureau de notaire aux boiseries sombres, entouré de tableaux coûteux et de l'odeur entêtante du cuir ciré, Jacques écoute la lecture du testament. Il découvre que la fortune paternelle 50 millions de dollars sera répartie en dons massifs à des hôpitaux, des banques alimentaires et des fondations d'études. Et puis, d'une voix neutre, l'avocat prononce la phrase qui lui transperce le cœur, « À mon fils, Jacques Harrison Calder, je lègue la somme $1. » Certains dons nécessitent d'être compris avant d'être reçus. Sur la table, le billet $1 lui comme une insulte. Aux yeux des autres, c'est une humiliation. Pour Jacques, c'est la confirmation que son père ne l'a jamais jugé digne. Il se lève d'un bond, les mâchoires crispées, et quitte la salle sans un mot, laissant derrière lui ce billet qu'il ne veut pas ramener chez lui, incapable d'imposer cette blessure supplémentaire à ses enfants. Sur le chemin du retour, la pluie martèle le pare-brise tandis qu'il passe devant les grilles de la demeure où il a grandi. Chaque goutte est comme un rappel cruel, même dans la mort, Richard Calder trouve encore le moyen de lui rappeler qu'il n'a jamais été assez bien. Jacques serre le volant jusqu'à blanchir les jointures, bouillonnant de rage. Pourtant, ce billet n'était pas une punition. C'était une clé. Mais Jacques n'était pas encore prêt à le comprendre. À 4h30 chaque matin, son réveil le tire d'un sommeil agité pour l'envoyer dans une vie faite de fatigue et de renoncement. Son dos hurle à cause d'un matelas plus vieux que sa fille aînée. Les murs du petit duplex laissent passer chaque bruit de ses voisins eux aussi épuisés et sous-payés. Avant même que le café ne soit prêt, Jacques prend quelques secondes pour tenir dans sa main l'anneau simple de Sarah, sa femme disparue 2 ans plus tôt. C'était son rituel, son ancre dans ce monde devenu brutal. Sarah avait été son roc. Sa mort l'a laissé seul avec 3 enfants et un vide béant qu'aucune somme d'argent n'aurait pu combler. Emma, 16 ans, a renoncé à une adolescence insouciante pour cumuler des petits boulots afin d'aider à payer les factures. Marcus, 12 ans, possède un vrai talent pour le baseball, mais Jacques n'a pas les moyens de lui acheter un uniforme ou de payer un entraîneur. Et Lucie, 8 ans, remplit ses cahiers de dessins montrant des familles brisées et des pères lointains. Leur maison craque sous le poids du chagrin silencieux, les factures s'entassent plus haut que leurs espoirs. Pour payer le strict nécessaire, Jacques enchaîne les heures de travail comme concierge de nuit, ses mains rugueuses de fatigue. Et pourtant, chaque matin, avant de partir, il parcourt le couloir et s'arrête devant chaque porte. Il veille sur ses enfants comme un gardien obstiné, refusant de les abandonner au désespoir. Il vit avec une ironie amère, son père habite ou plutôt habitait à quelques kilomètres, riche au point de pouvoir régler tous ses problèmes d'un simple geste, mais il l'a renié pour avoir épousé Sarah, cette femme que Jacques avait choisie contre la vie de toute la famille. Pour Richard Calder, privilégier l'amour plutôt que la richesse était la preuve ultime de faiblesse. Pour Jacques, c'était son plus beau choix, sa plus grande victoire. Mais aujourd'hui, ce même choix ressemble à une malédiction, la cause de toutes leurs difficultés. Le jour de la lecture du testament, il enfile le costume noir qu'il portait aux funérailles de Sarah. Un vêtement qui sent encore le parfum de deuil. En franchissant les portes du cabinet d'avocat, il se sent déplacé au milieu de ces notables, de ces hommes et femmes aux montreurs de prix et aux manières mesurées. Il écoute en silence, les poings serrés, tandis que la fortune de son père est dispersée en dons monumentaux. Une partie de lui respecte cette générosité, mais une autre hurle face à l'absence totale de reconnaissance familiale. Puis vient ce fameux billet. Unique. Cinglant. L'avocat le glisse vers lui sur la table luisante. Les regards se tournent vers Jacques, mélange de pitié et de curiosité. Il sent la colère lui monter au visage. Dans un geste brusque, il repousse la chaise et sort. La semaine suivante, Jacques se résigne. Il croit que c'est terminé. Il se dit que l'histoire de Richard Calder s'achève sur ce mépris ultime. Jusqu'à ce qu'un soir, un coup frappé à la porte change tout. Sur le seuil se tient Elina Martinez, une avocate à la voix posée et au regard grave, portant sous le bras un journal en cuir usé. Ce journal appartenait à Richard Calder. Et avec lui commençait une quête que Jacques n'avait jamais imaginée. Car le billet $1 n'était pas une fin, mais le premier indice d'un jeu de pistes préparé depuis 30 ans. Chaque page du journal renfermait un fragment de vérité, des lettres jamais envoyées, des contrats secrets, des indices sur des investissements mystérieux faits au nom de Jacques.
Lentement, il découvre que son père n'avait pas cessé de s'intéresser à lui. Au contraire, il avait suivi chacun de ses pas, l'observant de loin, attendant le moment où son fils serait prêt à comprendre la véritable leçon. Ce n'était pas une histoire d'argent. C'était l'histoire d'une réconciliation différée, d'un père qui ne savait pas comment aimer autrement qu'en mettant son fils à l'épreuve. Jacques allait devoir affronter non seulement les secrets de son père, mais aussi les siens, sa colère, son sentiment d'infériorité, sa peur de devenir le même homme que celui qu'il avait rejeté. Les semaines qui suivent sont une succession de révélations. Jacques découvre que les dons colossaux inscrits au testament financent des causes qu'il a lui-même défendues par le passé avec Sarah, bourse pour les enfants défavorisés, programme pour veuves, association sportive pour jeunes. Son père avait non seulement écouté, mais avait aligné toute sa fortune sur les valeurs que Jacques incarnait. Alors qu'il assemble les pièces du puzzle, Jacques sent que la pierre dans sa poitrine commence à s'alléger. Ce dollar, qu'il avait perçu comme la preuve ultime de son indignité, devient le symbole d'une invitation, celle de comprendre que la vraie richesse n'est pas dans les comptes bancaires, mais dans la transmission, dans l'intégrité, dans l'amour silencieux qui se cache derrière les gestes les plus durs. Un matin, alors que le soleil se lève sur le petit duplex, Jacques dépose enfin le billet d'1 $ dans une boîte qu'il range sur l'étagère la plus haute. Ses enfants l'observent, curieux, et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Ce n'était pas une punition, dit-il doucement. C'était un message. Ce jour-là marque le début d'une nouvelle ère pour la famille Calder. Jacques ne devient pas riche du jour au lendemain, mais il hérite de quelque chose de bien plus précieux, la certitude qu'il n'a jamais été abandonné. Qu'il n'a jamais été seul. Et cette vérité, plus que tout l'or du monde, est l'héritage qui changera le destin de ses enfants. La première réaction de Jacques fut de claquer la porte. Après tout, que pouvait encore lui prendre son père? Mais Alina n'était pas venue pour l'humilier ni pour ajouter du sel sur une plaie encore ouverte. Elle était venue pour révéler une vérité qui pouvait tout changer. Sans un mot de plus, elle lui tendit un journal épais, usé sur les bords, dont les pages débordaient d'une écriture familière. 15 années de notes, soigneusement consignées de la main de Richard, les mentions d'honneur d'Emma, les matchs de baseball de Marcus, les pièces de théâtre de Lucie, même les détails de la maladie de Sarah. Chaque page était un témoignage silencieux d'un père qui, malgré l'éloignement, n'avait jamais cessé de les suivre pas à pas. Jacques sentit ses mains trembler en lisant les premières lignes. 15 mars 2019, aujourd'hui, Marcus a frappé un triple. Je l'ai regardé depuis le parking. Si seulement je pouvais lui dire à quel point je suis fier de lui. L'entrée suivante parlait d'Emma, puis de Lucie, puis encore de Marcus. C'était comme si son père avait été un fantôme, présent à chaque moment important, observant depuis l'ombre, incapable de se montrer mais incapable aussi de s'en aller tout à fait. Alina brisa enfin le silence. Richard ne les avait pas abandonnés. Il s'était effacé pour les protéger. Dans son passé d'homme d'affaires, il avait affronté des ennemis puissants, des menaces assez sérieuses pour faire craindre pour la sécurité de Jacques et de ses enfants. Sa distance, aussi douloureuse fût-elle, n'était pas un rejet mais un bouclier. Pour Jacques, cette révélation était presque plus cruelle que l'absence. Mais avant qu'il ne replonge dans la colère, Alina sortit une enveloppe scellée et la plaça dans ses mains. À l'intérieur, un simple morceau de papier portait une adresse écrite dans la calligraphie ferme de son père. Phare de Bécon. Coucher de soleil. Le jour où tu seras prêt à comprendre. Le lendemain, Jacques prit ses enfants et gravit les falaises escarpées qui menaient au vieux phare de son enfance. L'air marin fouettait leurs visages, et à mesure qu'ils s'approchaient de la tour, Jacques sentait son cœur battre plus fort. L'intérieur du phare ressemblait à un sanctuaire. Les murs étaient recouverts de centaines de photographies, anniversaires, remises de diplômes, matins de Noël, et même la pièce de théâtre où Lucie jouait le rôle d'un tournesol, celle qu'il avait manqué pour faire des heures supplémentaires. Son père avait été là. Là où Jacques n'avait pas pu être. Marcus découvrit des étagères remplies de statistiques de baseball, toutes soigneusement notées à la main, l'évolution de son swing, ses meilleurs coups, ses erreurs corrigées. Emma, quant à elle, trouva des dossiers d'inscription à des bourses scolaires, avec des plans financiers tracés au millimètre pour s'assurer qu'elle pourrait poursuivre ses études. Lucie, les yeux brillants, ouvrit un coffre rempli de cadeaux soigneusement emballés, des présents d'anniversaire que Richard n'avait jamais pu remettre. Puis Jacques fit une découverte qui lui coupa le souffle, des dizaines de lettres, rangées par ordre chronologique. Elles venaient de Sarah. Pendant toute sa maladie, elle avait secrètement écrit à Richard, lui décrivant les nuits blanches de Jacques,
le courage qu'il déployait pour tenir la famille debout, et le suppliant de se réconcilier avant qu'il ne soit trop tard. Les réponses de Richard, pleines de douleur, montraient un homme écartelé. Il aimait son fils et ses petits-enfants plus que tout, mais la peur le paralysait. Il avait payé les factures médicales en secret, constitué des fonds pour assurer l'avenir des enfants, tout en restant à distance pour éviter d'attirer le danger sur eux. Jacques s'assit au milieu de ces preuves irréfutables, son père n'avait jamais cessé de l'aimer. Et alors qu'il croyait avoir atteint le fond du mystère, Lucie, les mains encore pleines de poussière, sortit du coffre une petite clé en laiton. Attachée à l'anneau, un billet indiquait. Le point le plus haut offre la vue la plus claire. Cherche là où la lumière guidait autrefois les navires vers la sécurité. La famille monta les derniers escaliers en colimaçon du phare, le cœur battant à l'unisson. Tout en haut, Jacques inséra la clé dans une vitrine verrouillée. À l'intérieur, ce n'était pas seulement des photos, il y avait des dossiers, des contrats et des plans d'un projet colossal. Richard avait acheté, en secret, le centre communautaire où Jacques travaillait comme simple concierge. Et ce n'était que le début. Les documents révélaient le financement de banques alimentaires, de bourses d'études, de programmes de soins pour les familles démunies. Richard avait été l'ombre bienveillante de Bécon, soutenant toute une communauté sans jamais demander de reconnaissance. Et désormais, il passait le flambeau. À côté des dossiers se trouvaient les dernières lettres de Sarah, sa calligraphie de plus en plus fragile à mesure que la maladie progressait. Dans sa dernière missive, elle implorait Richard. « Quand je ne serai plus là, Jacques aura plus que jamais besoin de toi. Ne laisse pas la fierté te voler le temps qui lui reste avec toi. » La réponse de Richard, jamais envoyée, était une confession bouleversante. Il y admettait ses peurs, ses échecs, mais aussi son amour intact et son espoir qu'un jour, son fils verrait au-delà de la douleur. Les larmes brouillaient la vue de Jacques. Soudain, tout prenait un sens, le dollar unique laissé dans le testament n'avait pas été un rejet, mais une énigme. Une provocation pour l'obliger à chercher, à creuser, à ne pas se contenter de la rancune. Ce soir-là, Alina revint, tenant dans ses mains le véritable testament. Elle expliqua que le dollar n'était qu'une mise en scène, un filtre pour tester la volonté de Jacques. Allait-il se laisser consumer par l'amertume, ou chercher la vérité? Le document authentique transférait l'intégralité de la fortune de Richard, 78 millions de dollars, à Jacques. Mais à une condition, il devait poursuivre l'œuvre de la Fondation Calder pour le développement communautaire. Jacques avait désormais un choix, s'assurer un avenir confortable pour sa propre famille, ou endosser la mission de son père et donner espoir à des centaines d'autres familles. Alina détailla les programmes imaginés par Richard: éducation, santé, formation professionnelle, sport pour les jeunes. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était un plan de transformation sociale, un projet de vie. Au cœur du dossier, Richard avait laissé cette phrase. « Sois pour cette communauté le père que je n'ai jamais su être pour toi. » Pour la première fois de sa vie, Jacques sentit que l'héritage paternel n'était plus un poids mais une invitation. Une possibilité de transformer la douleur en mission, la rancune en héritage vivant. Avant qu'il ne prenne sa décision, Alina sortit une dernière surprise, des cassettes vidéo. Richard avait enregistré un message pour chaque membre de la famille, à ne regarder qu'après la découverte de toute la vérité. Dans le phare, baigné de la lumière du crépuscule, Jacques et ses enfants se serrèrent devant un vieux téléviseur. L'écran grésilla, puis la voix de Richard emplit la pièce. À Emma, il raconta qu'il avait attendu dans le parking de l'hôpital le jour de sa naissance, trop effrayé pour entrer, mais submergé de fierté. À Marcus, il rappela que sa gentillesse valait plus que n'importe quel trophée et annonça qu'il avait engagé un entraîneur pour l'aider à développer son talent. À Lucie, il montra un petit chariot sculpté en forme de tournesol, en lui rappelant que les tournesols se tournent toujours vers la lumière, même les jours de pluie. Puis vint la cassette de Jacques. Richard y laissa tomber son masque. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas un seul jour. Mon absence n'était pas un désamour, mais une peur dévorante. Maintenant, prends cette fondation et deviens le père d'une communauté, comme j'aurais dû être le tien. » Quand l'écran devint noir, Jacques resta immobile, les larmes coulant librement. Le dollar n'avait été que le début. La véritable richesse était là, l'amour de son père, dissimulé mais jamais éteint, et cette chance unique de transformer une histoire de douleur en un futur porteur de lumière.